Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 5 février. Un colloque sur la lutte contre le blanchiment d'argent au musée océanographique. Ce rendez-vous réunit jusqu'à mardi des experts dans le domaine pour partager leur expérience. Reportage à suivre dans quelques instants. En Coupe Davis, Monaco se maintient dans le groupe 2 monde après sa victoire 3-1 contre le Paraguay. Et puis nous recevrons la première sportive monégasque qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Lisa Pou a décroché son précieux sésame après sa 9e place lors du 10 km en eau libre au championnat du monde de Doha. Nous parlerons du rallye historique Monte-Carlo et nous nous intéresserons ce soir à ces passionnés qui participent à cet événement automobile. L'un d'entre eux, Olivier Campana, sera avec nous dans ce JT. Et enfin, nous vous emmènerons à New York découvrir l'UNITAR, l'Institut de formation et de recherche des Nations Unies. Nous reviendrons également sur le festival Mozart à l'Auditorium Régnier 3. Je vous le disais en titre, le musée océanographique de Monaco accueille jusqu'à mardi un colloque sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce rendez-vous, organisé par l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires, a souhaité réaliser un focus sur la coopération internationale. Plusieurs experts sont intervenus sur scène à l'image de Gregory Coleman, ancien enquêteur spécial du FBI qui était en charge de l'enquête de la célèbre affaire du loup de Wall Street. Le reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Le crime en col blanc, comprenez le blanchiment d'argent, existe aussi en dehors des films. Avec les crypto-monnaies et autres nouvelles pratiques, la lutte contre le blanchiment d'argent se complique. Gregory Coleman a été agent spécial du FBI pendant 25 ans. Pour lui, la coopération internationale prend tout son sens. Nowadays, the world is not segregated anymore. You can travel places very quickly, and in fact, you don't even have to leave your desk, and you can send money all over the world, right? So the collaboration is important because records are generated in banks in other countries. People exist in other countries who help as co-conspirators. We may need to interview them. So all of those things play a part in international collaboration. The FBI is very good at collaborating with other agencies. We enjoy doing it. Because we're helped also, right? For example, people in Monaco here may be victimized by somebody in the United States, and the FBI, we get the request and we go out and gather that information for the authorities here in Monaco to help them. Depuis plusieurs années, Monaco intensifie sa lutte contre le blanchiment d'argent. Les derniers chiffres, 1,5 milliard d'euros saisis. C'est une somme, même à l'échelle de Monaco, je suis très satisfaite parce qu'elle résulte de saisies qui sont majoritairement effectuées dans le cadre de dossiers nationaux. Auparavant, il y avait beaucoup de saisies, mais souvent effectuées à la demande d'autorités étrangères, tandis que dans ce chiffre est pratiquement constitué totalement de saisies qui ont été effectuées à Monaco dans le cadre de dossiers nationaux, donc instruits par des juges d'instruction de Monaco. Des biens qui sont ensuite gérés par le service de gestion des avoirs criminels en accord avec la nouvelle stratégie de Monaco dans sa lutte contre le blanchiment. Moneval a fait évidemment a mentionné dans ses recommandations qu'un tel service devait être créé et c'est ainsi que le législateur a dès 9 décembre 2022 dans une loi qui concerne les saisies-confiscations qui a modernisé considérablement la procédure a créé ce service. Un grand colloque devrait se réitérer chaque année pour démontrer le travail de la justice effectué à Monaco. Et demain, nous recevrons sur notre antenne William Hyper, commissaire divisionnaire, sous-directeur de l'analyse criminelle à Interpol et qui a donc participé à ce colloque. Ouvrons une page sport à présent. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne ce week-end. Monaco s'est maintenu dans le groupe 2 monde après sa victoire 3-1 face au Paraguay. Les joueurs de Guillaume Couillard auront su faire preuve de sang-froid dans une atmosphère typiquement sud-américaine. Retour sur ce succès d'importance avec Christophe Paco. Comme une délivrance après une longue bataille hier soir, que ce soit en double comme en simple, avec un Valentin Vachereau qui est allé au bout de l'effort pour s'imposer en 3 manches et 3 heures, 6-7, 6-4, 6-4 face au meilleur joueur paraguayen, Daniel Valero, malgré un début de match plutôt poussif. Moi, tout allait bien, même je perds le premier 7-6. C'était juste. J'ai pas eu de chance, j'ai eu ces deux balles de 7 où il a très très bien joué pour les sauver. Et le tie-break, j'ai joué mon jeu et c'est juste que tout est sorti en même temps au tie-break.
tout a pas tourné de mon côté, mais je me suis pas trop frustré. Et après, voilà, ça commence à tourner. Je fais un bon set, 6-4. Et puis derrière, voilà, je déroulais 3-0. Tout allait bien de mon côté. Et j'ai les crampes dès le premier service à 3-0. J'ai les crampes qui sont arrivées. Et là, je fais deux jeux où je bouge pas, ou presque je les laisse passer. C'était un peu n'importe quoi cette fin de match. Mais ouais, très content de donner le point. Ouais. Le point serré, le point de la victoire, 3-1 après 48 heures de doute, avec dès le départ le forfait de Luca Catarina, insuffisamment remis de sa blessure au coude. C'est le vétéran de la bande, Benjamin Balleret, 41 ans, qui a pallié l'absence du numéro 2 monégasque. Sans match officiel depuis plus de 10 ans, il a dû s'incliner en 2-7 dès la première rencontre. Valentin Vachereau, lui, a réussi à égaliser très rapidement pour Monaco, en 2-7 également, en jouant un match très sérieux. Un partout le samedi soir, on attendait donc beaucoup hier, surtout vu leur classement, leur expérience, de notre père monégasque face à la jeunesse paraguayenne. Deux jeunes joueurs de 19 ans, portés par la foule, ils ont longtemps retardé l'échéance et se sont inclinés les Paraguayens au bout de plus de 2 heures de match. 7-6, 6-4. Une demi-heure de pause et on retrouve alors sur le central à nouveau le droitier paraguayen Daniel Valero, qui est allé au bout de lui-même pour essayer de gommer sa différence en termes de classement, près de 300 places d'écart. Il n'a pas réussi. Valentin Vachereau s'est imposé, le soulagement du capitaine Guillaume Couillard. On savait que ce serait difficile avec des joueurs en face qui sont jeunes et qui jouent chez eux dans les conditions difficiles, 40 degrés, même plus, avec un peu d'humidité, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, on savait que le double était ultra important et c'était important de virer en tête avant les derniers matchs. Voilà, je suis très fier de mes joueurs. Satisfaction pour une délégation monégasque toujours aussi soudée autour de sa présidente Mélanie Antoinette de Massy, qui va patienter, comme tous les supporters du tennis rouge et blanc, pour connaître le nom de l'adversaire que Monaco affrontera au mois de septembre prochain pour, et ce serait historique, une montée dans le groupe supérieur, le groupe 1. Lisa Pou, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La nageuse monégasque 9e du 10 km en eau libre a décroché son précieux sésame lors des championnats du monde de natation à Doha ce week-end. Elle nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir depuis le Qatar pour nous livrer ses premières impressions. Bonsoir Lisa. Bonsoir Émilie. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous devenez donc la première sportive de la Principauté à valider son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que vous réalisez tout d'abord ce que vous venez d'accomplir? Non, je pense que je réalise pas vraiment. J'ai eu une petite pensée tout à l'heure dans le bus. J'étais justement à côté de Théo, je lui en ai pas parlé. Et je me suis dit, mais en fait, je vais nager dans la Seine. Et j'ai eu une petite demi-seconde de réalisation. Mais après, c'est revenu à la normale et je pense qu'il va me falloir encore un peu de temps pour m'y habituer et pour m'y faire. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette qualification? C'est le résultat de nombreuses années de travail. Oui, exactement. Ça représente des années de travail pour ma personne, mais aussi pour toutes les personnes qui m'ont accompagnée, parce que sans elles, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui, notamment ma famille. Moi, sans ma famille, je ne pourrais pas fonctionner comme je le fonctionne tous les jours au quotidien. Puis mon coach, ça c'est une certitude. Sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Et voilà, toutes les personnes qui m'ont soutenue, je leur vaux au moins ça. Et la qualification, c'est en partie aussi pour eux. C'est pas que pour moi cette qualification, c'est surtout pour eux. Vous mentionnez votre coach, Lisa, c'est aussi votre papa. On a vu cette image émouvante à l'arrivée dans laquelle il vous enlace. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Il faut que je me souvienne de ça. Il m'a dit qu'il était content de moi et que j'avais fait une belle course. Et après, on s'est enlacés. Mais voilà. En plus, c'est une histoire particulière puisque Michel, donc votre papa, Michel Pou, a fait aussi les Jeux Olympiques en 84 et en 88. Exactement. Donc lui, c'était en bassin. Et de représenter la principauté en eau libre, ça vient ajouter peut-être une petite touche à son histoire au final. Et je pense que c'est une belle continuité dans l'histoire de notre famille. L'eau libre, c'est une discipline très particulière. Lisa, racontez-nous un petit peu. C'est une discipline, en fait,
dans laquelle on va venir nager dans des espaces naturels. Donc, on va nager en mer, on va nager en lac, en rivière. Et ce qui est intéressant, c'est tout l'aspect environnement, c'est-à-dire qu'aucune course ne se ressemble. Euh, Parce que d'une part, on peut y avoir beaucoup de vagues un jour, beaucoup de courants, beaucoup de vent. Et d'un autre côté, il y a aussi les personnes avec qui on nage, les, les, les adversaires. Il y a beaucoup de tactiques dans ce sport et c'est ça qui le rend intéressant. Et le côté nature, en fait, qui en ressort, qui est pas mal aussi parce qu'on a l'habitude en bassin de faire des allers-retours dans le bassin justement. Et là, ça nous permet de sortir un peu de ça et de voir d'autres choses et d'autres aspects tactiques de la discipline. Est-ce que les conditions étaient réunies pour performer à Doha? On le rappelle, vous avez terminé 9e de cette épreuve du 10 km. Il fallait terminer dans les 13 pour se qualifier pour les Jeux. Oui, exactement. Après, les conditions étaient relativement difficiles ce jour-là. Justement, j'en parlais tout à l'heure, il y avait beaucoup de vent et le courant était assez fort. Il y avait des vagues aussi, beaucoup de vagues. Donc moi, c'est des conditions qui m'intéressent beaucoup parce que ça vient apporter un plus à la course, ça la rend plus compliquée et justement, j'essaie de chercher des atouts dans cette difficulté. Je sais que un de mes atouts favoris, c'est vraiment la prise de cap. Et le fait qu'il y ait eu des vagues et du courant, ça m'a permis de jouer aussi avec ça et afin de prendre un bon cap lorsque les filles dévient un peu face à la bouée. Et est-ce qu'on prépare une telle épreuve autrement quand on connaît l'enjeu? Oui, mentalement, surtout que l'aspect mental, c'est vraiment mon point faible. C'est-à-dire que je pars jamais confiante. J'ai beaucoup stressé avant. Les mois d'avant, les mois passés, les semaines passées, j'ai beaucoup stressé. Ce qui m'a permis, en fait, la veille, d'être plus apaisée. Plus libérée. C'est-à-dire que j'avais déjà évacué, voilà, libéré le stress. Et la veille, j'ai commencé en fait à me calmer et à me centrer vraiment sur ce que j'avais à faire. Et le matin, c'était encore mieux. Je me sentais un peu justement libérée de tout le stress que j'avais vécu avant. Alors je crois savoir que ces championnats du monde à Doha ne sont pas finis pour vous. C'est quoi le programme maintenant? Alors maintenant, on a le 5 km avec Théo, le 7, c'est après-demain. C'est mercredi, oui, mercredi, c'est ça. Et pour ma part, je nagerai aussi le 400 mètres en bassin. Et on le précise, Théo Druen a fini 52e de l'épreuve du 10 km en eau libre hier. Merci beaucoup, Lisa Pou, d'avoir été avec nous. Et encore une fois, félicitations à vous. Merci. Dans les autres résultats sportifs du week-end, en basket, la Roca Team s'est inclinée en championnat face à Bourg-en-Bresse, 70-74. Les Monégasques, qui venaient d'enchaîner une semaine assez intensive en Euroleague, n'ont pas trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence chez le 3e de Betclic Elite. Les joueurs de Sacha Obradovic conservent cependant leur première place au classement avant la réception de l'Asvel ce mardi à 20h à Gaston-Médecin. Mike James avait d'ailleurs été laissé au repos pour aborder ce choc. Il a été élu dernièrement MVP du mois de janvier par les supporters. 3 élèves de l'Académie Princesse Grace ont été distingués en Suisse samedi par le prestigieux prix de Lausanne. Martinho Lima Santos a reçu la bourse de la Caris Foundation et le prix d'interprétation contemporaine. Julian Fedele-Malard a lui été salué par la Aud Shepsen Scholarship. Et enfin, Paloma Liverila Vidar a elle été récompensée de la bourse de la Jeune Étoile. Elle a également conquis le cœur du public qui lui a également remis un prix. Après la victoire de Thierry Neuville sur le 92e Rallye Monte-Carlo, place au rallye historique. La 26e édition se distingue à nouveau par la diversité et l'authenticité de son parcours, avec toujours au programme des spéciales de régularité ayant fait les grandes heures de l'épreuve. Elles ont aussi participé au succès du Rallye Monte-Carlo. Ce sont les voitures engagées des véhicules qui ont pris part au Rallye Monte-Carlo entre 1911 et 1983. Cet événement automobile, c'est aussi le rendez-vous des passionnés à l'image d'Olivier Campana qui compte 6 participations à son actif. Il est l'invité de Yannick Debever. Bonsoir. Expliquez-nous déjà pourquoi vous faites chaque édition du rallye historique. D'abord, je pense que Monaco, on ne peut pas grandir sans aimer le sport automobile.
On a les plus beaux grands prix, les plus beaux rallyes, et on baigne dedans quand on est petit. C'est un peu comme la potion magique pour un personnage de bande dessinée. Quand on y touche une fois, je crois qu'on n'arrive plus à s'arrêter. C'est l'adrénaline et le partage de passion. Et qu'est-ce qui vous anime, vous? Qu'est-ce que vous aimez retrouver dans ce rallye historique? C'est pour avoir fait des rallyes modernes et historiques, c'est la convivialité. Aujourd'hui, on était dans des spéciales que j'avais déjà empruntées au rallye Monte-Carlo moderne. Il y a autant de public qu'un rallye Monte-Carlo moderne. Il faut voir que le rallye reste un des sports encore gratuits, du moins pour certains rallyes. Et c'est vraiment une préservation du patrimoine du véhicule et un spectacle ouvert en plein air dans des superbes conditions. C'est une histoire de passionnés finalement, ce rallye historique. Exactement, on est tout le temps avec l'équipe des chefs et c'est un peu comme une bonne recette. Il y a les meilleurs ingrédients du monde, vous avez le meilleur organisateur du monde, vous avez les plus belles voitures du monde. Si on met un petit peu d'amitié dans la recette, et ça fait un plat qui est fabuleux. Vous êtes à bord de quel véhicule là? Une Golf GTI de 1979. Et pourquoi? Alors je remarque quand même un choix à l'époque avec mon pilote de l'époque qui s'appelle Daniel Elena, qui je crois qu'il est peut-être un petit peu connu dans le sport auto et qui a fait une jolie carrière, qui est mon ami d'enfance, où on a fait de la voile ensemble et du rallye ensemble. Sa carrière a fait qu'il a tiré vers d'autres bords et c'est ma compagne, mon épouse Lydia, qui me copilote depuis 5 ans. Un conseil à tous les couples, si vous voulez rester soudés, essayez le sport auto. Si ça passe, c'est bon partout. C'est un très bon conseil. Et quelle est la particularité de cette Golf justement? C'est une Golf de 1979 qui est construite pour faire du rallye, qui est équipée, alors dans mon dos, vous voyez le fauteuil où je suis assis, il s'appelle un fauteuil baquet. Les tubes métalliques autour, c'est des arceaux de sécurité, ça permet de se protéger beaucoup plus. On a des appareils spécifiques pour gérer les contraintes de la régularité. Très très rapidement, pour vulgariser, le rallye de la semaine dernière, il roulait le plus vite possible contre le chronomètre. Nous, on doit simplement respecter une moyenne qui est jamais supérieure à 50 km/h. Le classement se fait par l'écart à la moyenne. On n'est pas des professionnels du sport auto, on est des amateurs éclairés et on roule complètement différemment dans les conditions, non de course, mais de route ouverte, en respectant du début à la fin le code de la route pour le déroulement du rallye. Alors, la vitesse ne compte pas. Vous faites cette course avec votre femme. Finalement, ce rallye historique, est-ce que ce ne serait pas un petit peu une semaine de road trip à travers les Alpes, en amoureux et avec les copains? On va dire ça de temps en temps, le road trip en amoureux est un peu plus délicat, mais moi je l'assume pleinement, c'est ma semaine de vacances partagée en famille. La chance de partager ça avec sa femme, et je pense dans quelques années mon fils qui va me copiloter, sûrement pas qui prendra lui le volant, ça c'est un petit message personnel, c'est vraiment grandir et transmettre. On voit des générations de familles, des couples là-dessus, on partage avec d'autres couples l'expérience. On est dans des paysages ou dans des noms, si je vous dis Burzet, Saint-Bonnet, on sera après-demain Turini. On est dans des grands noms du sport auto mondial et dans les très grands noms du rallye Monte-Carlo. Et partout où vous passez, vous voyez toujours l'engouement des spectateurs pour tous ces véhicules de collection? Je dirais même de plus en plus ce qu'on appelle les young-timers ou le retour vers quelques générations de voitures moins aseptisées, moins dans des formats actuels. Les plus jeunes y retournent, les plus anciens me disent moi j'avais une Golf, moi j'ai roulé. C'est vraiment un musée roulant, un musée vivant. Ouais. Merci beaucoup Olivier Campana d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de plaisir pour la fin de cette aventure. Je vous remercie. Rendez-vous mardi après-midi où toutes les voitures vont arriver sur la porte de Monaco pour tous les amateurs de sport automobile. On y Bonne sera. continuation. On y sera. Merci beaucoup. Monaco Info vous emmène ce soir à New York pour vous faire découvrir l'UNITAR, l'Institut de formation et de recherche des Nations Unies. La principauté, par le biais de la mission permanente de Monaco auprès de l'ONU, travaille main dans la main, de manière régulière avec cet institut. En fin de semaine dernière, un des diplomates monégasques est justement intervenu lors d'un des programmes de formation de l'UNITAR. Retour sur ce moment avec notre envoyée spéciale Alexandra Pani. Découvrir l'Organisation des Nations Unies, arpenter ses célèbres couloirs, suivre des réunions, c'est l'expérience qu'a pu vivre cette vingtaine d'élèves venus de Chine. Âgés de 16 à 20 ans, ils font partie d'un échange avec l'UNITAR, l'Institut de formation et de recherche des Nations Unies, qui leur a permis de comprendre le métier de diplomate durant une semaine.
We participated in like a variety of lectures and activities. We learned a lot of different things, especially concerning certain skills like leadership skills, communication skills, negotiation skills. I am very much interested in the field of diplomacy, and after this experience, I've gotten to know a lot more about this. Like we've gone to speak to actual diplomats and ask them questions, and I've gotten like a lot more insight into this field, and I find it really fascinating. L'UNITAR célébrait en 2023 ses 60 ans d'existence. C'est l'organe de formation des Nations Unies. Il propose tout au long de l'année de nombreux modules pour les diplomates en poste, mais s'adresse également à la jeunesse. Les panels étaient conformés avec une représentation géographique de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie, pour donner aux étudiants l'expérience de ce que c'est être un diplomate. C'est la meilleure expérience à partager. Merci à Monaco parce que Florian il nous a donné très bon exemple de qu'est-ce que c'est pour être diplomate, représenter des petits pays à l'ONU, les difficultés qu'il a, mais aussi comment on peut dire, la fierté de représenter un petit pays à les Nations Unies. Florian Botto de la mission permanente de Monaco a ainsi été sollicité pour prendre part à ce panel et échanger sur ses 10 ans d'expérience au sein des Nations Unies. Nous avions 3 personnes sur le panel et j'ai l'honneur d'en faire partie pour revenir sur le travail au quotidien, sur la façon aussi dont nous percevons le travail et la façon avec laquelle nous discutons avec les collègues de tous les pays. Le partage d'expérience que nous avons fait montre bien que c'est un métier difficile. Il est parfois difficile d'avoir des résultats concrets, il est difficile de négocier des documents, mais à la fois c'est stimulant parce que nous rencontrons des collègues de tous les pays du monde. C'est l'occasion de découvrir différentes cultures et d'avoir une diversité d'opinions qui est très enrichissante. Un échange riche entre les diplomates et ses élèves qui aura sûrement suscité ou du moins conforté certains futurs choix de carrière. De retour en principauté pour votre rubrique Ceux qui font Monaco. Vous avez désormais l'habitude. Christine Datomel met chaque semaine en valeur ceux qui participent au rayonnement de la principauté et ce, quel que soit leur cœur de métier. Christine Da, vous êtes du côté du quartier de la Condamine, je crois. Oui, et aujourd'hui on se retrouve au 17 rue de Millau pour parler de Joliès. Alors qu'est-ce que c'est que Joliès ? Joliès, c'est une maison de beauté. Ici, tout est fait pour vous. Il s'occupe notamment des soins du cheveu avec des experts coloristes. Donc si vous avez un souci de couleur pour vos cheveux, ici, ils s'occupent de tout. Des experts qui viennent tout droit de New York. Également de vos mains avec des soins de beauté. Donc comment toute cette histoire a débuté ? La réponse tout de suite avec la gérante. Moi, c'est pas du tout mon métier. J'étais restauratrice à la base et j'ai une petite société immobilière aussi. Et de ce fait, j'ai trouvé le local. Et je me suis dit, tiens, je le vends à quelqu'un. Et puis, en fin de compte, c'était joli. J'ai décidé de faire quelque chose à l'intérieur. Et ma sœur faisait des ongles. Donc, au début, elle m'a dit, tiens, on va faire un truc avec des ongles. Et on a regardé, mais ça passait pas. Il fallait faire beaucoup plus d'activités. Donc, du coup, on a fait de la coiffure. Et comme pendant toutes ces années, j'étais chez le coiffeur, vu que j'ai les cheveux courts, je cherchais vraiment un coloriste. Et donc, j'ai voulu faire un salon expert coloriste. Et c'est ce que l'on a fait. Et ensuite, on a rajouté une cabine esthétique pour vraiment avoir une dynamique où on peut tout faire. On fait des ongles, on fait de la coiffure et donc on fait de l'esthétique. Avec une vraie cabine esthétique, avec du jet peel, de la radiofréquence, de la LED, des massages. Voilà, quelque chose de complet. Nous avons une cabine esthétique avec, on est centre expert jet peel. On fait de la radiofréquence, visage, corps. On a des effets magnifiques. On a la LED. Elle fait des massages sportifs, elle fait des massages drainants, et voilà. Donc ça marche autant pour les hommes que pour les femmes ? Oui, alors la particularité, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans la cabine pour faire du jet peel, pour faire des massages. Oui, ça fonctionne très bien. Le coloriste, je l'ai trouvé à New York. On s'est rencontrés à New York, on a matché tout de suite et il est venu avec moi ouvrir le salon. Magie de la télévision, vous êtes avec nous. Comment on fait une belle couleur ? En respectant le cheveu, en respectant la carnation de peau, et puis voilà, moi mon but c'est vraiment de rester dans du naturel, sa personnalité, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle a envie de montrer au monde à
avec ses cheveux. Et puis voilà, je pense que c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on a envie de rendre la femme bien dans sa peau, bien sur tout point. Donc les cheveux, ça passe par là, c'est esthétique, quoi. J'ai un parcours, j'ai travaillé à New York pendant des années, à Londres et puis à Paris. J'ai fait du studio. Voilà, j'ai une carrière un peu différente, mais ce qui me permet d'essayer de trouver les bonnes choses pour les femmes. Vous l'aurez donc compris, Joliès s'occupe de tout, du bout de vos orteils jusqu'à la pointe de vos cheveux. L'établissement propose également un nouveau soin, un soin révolutionnaire. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Il s'agit du soin Tokyo, ce soin que toutes les stars américaines utilisent pour leurs cheveux. Il permet de rebooster vos cheveux fragilisés et de les revitaliser surtout. Merci Christinda. On vous retrouve en fin de JT pour les prévisions météo. Mais avant cela, retour sur le festival Mozart à l'Auditorium Régne 3. Il s'est conclu dimanche soir par un moment unique sous la direction de Ton Koopman, un musicien et chef d'orchestre d'exception. José Sacré revient sur cette semaine dédiée au compositeur autrichien dans ce Focus Info. Proposée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo du 23 janvier au 4 février, la 3e édition du mini-festival consacré à Mozart, autour de la date anniversaire de sa naissance, le 27 janvier 1756, a permis à un public nombreux d'entendre et parfois de découvrir des œuvres de son immense opus. Le 27 janvier, concert symphonique avec la symphonie numéro 41, Jupiter de Mozart, sous la direction d'un des musiciens les plus polyvalents de sa génération. Son répertoire embrasse tous les genres et s'étend de la musique ancienne aux compositions contemporaines. Ce chef, c'est Thomas Engelbart. Au même programme, assez rare mais sublime, la Symphonia concertante pour violon et alto en mi bémol majeur de Mozart a permis à 2 solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Sybille Duchesne, premier violon solo, et François Méraud, premier alto solo, d'exprimer toute leur sensibilité et leur grand talent. La musique de chambre n'était pas en reste dans ce festival, avec un concert vendredi 2 février, un concert grande saison autour du répertoire pour violon et piano interprété par 2 stars internationales de la musique, le pianiste David Frey et le violoniste Daniel Lozakovitch, qui fut l'an dernier l'artiste en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Deux happy hours musicaux, les 23 et 31 janvier, ont permis d'apprécier aussi le talent des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans des quintettes pour vent et cordes et des œuvres pour ensemble à cordes. Le concert de clôture du 3e festival Mozart à Monaco a accueilli un pianiste magnifique, Martin Helmchen, qui a interprété le concerto pour piano et orchestre numéro 25 de Mozart, sous la direction d'un éminent chef d'orchestre, Ton Koopman. Claveciniste, organiste, chef d'orchestre, Ton Koopman a une passion pour Buxtehude et Jean-Sébastien Bach, ce qui ne l'empêche pas d'aimer Mozart. J'aime beaucoup Mozart, parce que naturellement, le grand amour de moi, c'est Jean-Sébastien Bach, mais quand même, j'aime beaucoup la musique des pianistes classiques comme Haydn, Mozart. C'est un grand plaisir de faire cette musique-là.
Fondateur de l'Amsterdam Baroque Orchestra Encore, Ton Koopman est un spécialiste des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles, interprétées sur instruments d'époque. Mais il a apprécié le travail avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'orchestre est très disponible, on aime bien le faire bien. Si je demande de faire moins vibrato, les positions plus bas sur les instruments comme violon, violoncelle, presque tout le monde peut faire sans problème. Non, ça sera un beau concert, vraiment. Et les musiciens, naturellement, ils sont comme les acteurs. Ils doivent faire avec ce chef n'importe quoi, avec moi, ça, etc. So, j'ai grande admiration pour les musiciens qui sont vraiment adaptés de faire les rôles dans plusieurs directions. Après la symphonie numéro 20 en ouverture, c'est la symphonie numéro 36 Linz qui a terminé ce concert de haut niveau en même temps que la 3e édition du Festival Mozart à Monaco. Vivement l'année prochaine avec peut-être cette fois un opéra de Mozart au programme. Voilà pour ce festival qui a donc mis Mozart à l'honneur à l'occasion de la date anniversaire de la naissance du compositeur autrichien. On retrouve Christinda Thomel pour vos prévisions météo. Christinda, quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le ciel sera très nuageux dès le lever du jour et les nuages resteront bien présents tout au long de la journée. Le ciel sera donc couvert ce mardi et les températures ne dépasseront pas les 13 degrés. Demain, nous fêterons les Gastons. Merci Christinda, nous n'en sommes pas encore là, mais rappelez-vous, c'était en 2009, Monaco s'était alors habillé d'un manteau blanc qui avait surpris tout le monde. La principauté sous la neige avait permis à Charlie Gallo de prendre ces clichés que nous partageons avec vous ce soir. Passez une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.